L'embranchement des spongiaires. Alors, comme vous voyez, les spongiaires, ça peut commencer par l'éponge et vous avez différentes formes de spongiaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les spongiaires? Les spongiaires sont des métazoaires, évidemment, diploblastiques, parce qu'ils ont deux feuillets. Ils n'ont pas de symétrie. D'ailleurs, c'est le seul embranchement qui n'a pas de symétrie, dont ce qu'on va étudier cette année ou plus tôt. Ils n'ont pas d'organes définis. Pourquoi ils n'ont pas d'organes? Parce qu'ils n'ont pas de mésoderme qui est responsable des organes. Ce sont des animaux marins fixés à un support. Ça veut dire des animaux qui vivent au niveau de la mer, mais ils sont fixés. Ou alors on peut utiliser le terme sessile aussi. Les espèces d'ulsacicoles sont rares. Qu'est-ce que ça veut dire d'ulsacicoles? Ça veut dire les espèces qui vivent dans l'eau douce. Donc, les espèces qui vivent dans l'eau douce et sont rares par rapport aux marines. Alors, l'organisation générale des spongiaires, comme vous le voyez, on avait dit que ce sont des espèces qui ont arrêté leur stade de développement embryonnaire au stade gastrula. D'ailleurs, regardez la forme. Donc, ils ont des feuillets externes, ils ont un feuillet interne et bien sûr une cavité interne qu'on appelle l'atrium. Ils ont des pores par lesquels l'eau passe du milieu extérieur vers la cavité. Alors, ces pores inhalants, on les appelle aussi ostioles. Alors, une fois l'eau passe à l'intérieur, elle pourra quitter l'animal par l'oscule ou ce qu'on appelle aussi le pore exhalant qui fait sortie, exhalate, ça veut dire sortie. Ils ont deux feuillets, bien sûr, l'ectoderme et l'endoderme, séparés par la mésoglée. Donc la mésoglée, comme vous le savez, il a pris le nom à la place du blastocèle. Donc ça, c'est une structure, si vous voulez, générale des spongiaires. On va voir le détail de chaque feuillet, où on va voir la structure des parois. Donc si on observe l'ectoderme, vous voyez qu'il est tapissé par une couche de cellules qui se ressemblent. Ce sont les pinacocytes. Bien sûr, donc présence de pinacocytes entre lesquels s'ouvrent les pores inhalants. Voilà un pore inhalant, l'autre pore, etc. Et puis, il y a l'endoblaste. Regardez, il est tapissé à peu près de la même couche de cellules, ces cellules que vous voyez avec le noyau rouge, formés de choanocytes, cellules flagellées, ils ont un flagelle, à colorette d'ailleurs, on va voir le détail d'un choanocyte. Donc il présente une colorette formée par des microvillosités, la cellule possède un flagelle, un noyau, évidemment tous les organites d'une cellule animale. Alors ces cellules, elles jouent un rôle dans la digestion et la reproduction, on va voir ça plus tard. Quant à la mésoglée, c'est une couche gélatineuse, amorphe. Gélatineuse, ça veut dire formée de gélatine. Amorphe, ça veut dire qu'elle n'a pas une forme bien définie. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les porocytes. Les porocytes, cellules tubulaires qui unissent les deux feuillets. Donc, voilà les porocytes. Elles unissent l'ectoblaste à l'endoblaste. Le coloncyte, les coloncytes, donc, les coloncytes, les voilà, ce sont des cellules ramifiées, donc voilà les ramifications des cellules, elles sont peu mobiles ou fixées, et leur rôle, c'est qu'elles sécrètent la substance interstitielle gélatineuse, ça veut dire cette gélatine qui se trouve à l'intérieur de la mésoglée, c'est elle qui la sécrète. Vous avez le scléroblaste, voilà, les scléroblastes, ce sont des cellules qui élaborent ou qui donnent naissance aux spicules, voilà, spicule par exemple. Alors, et le spicule constitue ce qu'on appelle le squelette minéral interne. Évidemment, pour classer ces animaux, on va les classer suivant la nature de leur squelette. On va voir ça après. Les amébocytes. Alors, les amébocytes, les voilà, ce sont des cellules arrondies donnant naissance à différentes catégories cellulaires spécialisées, gonocytes, phagocytes, etc. Donc, je veux que vous reteniez ce mot-là, les amébocytes. Ce sont des cellules à l'état embryonnaire
qui vont donner n'importe quel type de cellule. Imaginez que par exemple le choanocyte meurt, c'est le mébocyte qui donne naissance. Si les coloncytes meurent, c'est la mébocyte qui donne naissance. Si les pénacocytes, c'est toujours la mébocyte qui donne naissance à n'importe quel type de cellule. Donc retenez ce terme, on va voir après. Et puis le plus important, c'est qu'il donne naissance aux gonocytes et aux phagocytes. Donc il joue un rôle dans la reproduction. Vous avez les cellules nerveuses qui sont fixées, généralement filiformes. Elles forment un système nerveux rudimentaire, ça veut dire un certain système nerveux ancien, diffus, éparpillé à l'intérieur de la mésoglie. L'organisation des éponges, donc nous avons 3 types d'éponges. Nous avons, avec 3 stades, nous avons le stade ascon, sicon, leucon. Donc vous voyez à l'œil nu, vous voyez la différence entre ces différents stades. Donc le stade ascon, c'est le plus simple, suivi du stade sicon et suivi du stade leucon. Alors évidemment, il y a des animaux qui restent au stade ascon, pardon, et il y en a qui évoluent vers le stade sicon, et qui restent au stade sicon, et il y en a qui évoluent jusqu'au stade leucon, on verra, suivant les types de classes. Comme je vous ai dit, le stade ascon, il est simple, donc nous avons l'organisation que vous connaissez, simple organisation. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc vous avez les parois sont percées d'une multitude de pores, donc vous avez plusieurs, donc toute la paroi, il y a des pores. Donc l'eau, il va passer à travers ces pores, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur le sommet, s'ouvre un large orifice exhalant au loscule. Les choanocytes, bien sûr, vous voyez bien les flagelles des choanocytes, ils tapissent la paroi interne, ils assurent la fonction de circulation de l'eau, c'est normal parce que grâce au battement de leurs flagelles, et ils jouent un rôle important dans la capture des aliments au moment de la digestion. Bien sûr, ils ont d'autres autres rôles. Vous avez le stade sicon. Alors, vous constatez bien que la différence entre les deux, c'est le pliement des parois. Donc, on va assister à une paroi plus plissée. Ça veut dire que on va agrandir davantage la paroi parce qu'il est plissé, donc elle est beaucoup plus grande, si vous voulez, par rapport à celle qui se trouve au stade ascon. Évidemment, vous avez les chambres internes, donc on va voir la paroi s'est plissée, donc vous avez les couches endodermiques et creusées de chambres choanocytaires, donc les couches, donc nous avons les chambres choanocytaires. Par contre, la couche ectodermique, elle est percée de ce qu'on appelle les canaux inhalants. Donc voilà. Donc si vous le constatez, la différence entre ces canaux et ces chambres par rapport aux pores, parce que quand il y a un pore, l'eau passe facilement de l'extérieur vers l'intérieur. Mais par contre, quand il y a des canaux, donc l'eau, il va passer ici, elle va séjourner. Ça veut dire qu'il va donner un petit peu le temps à l'animal de filtrer ce qu'il veut de cette eau. Évidemment, cette eau, il va regagner la partie, les chambres par ce qu'on appelle les ostioles, c'est ça les ostioles, voilà. Donc l'eau va passer de là vers les chambres choanocytaires, et il va passer après au niveau de la cavité gastrale. Évidemment, comme je vous ai dit, cette organisation a pour effet l'augmentation de la surface d'échange. Ça veut dire que, par exemple, au stade ascon, l'animal va effectuer beaucoup plus d'échanges que l'animal qui est au stade ascon. Et puis, bien sûr, la situation va se complexer davantage avec le stade leucon. Donc, vous voyez très bien que il y a davantage de plissement. Donc, la paroi des éponges s'est considérablement épaissie au détriment de la cavité interne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au détriment? Ça veut dire au profit, au dépens. Alors, quand vous constatez le schéma suivant, vous voyez que la cavité interne est devenue beaucoup plus petite par rapport à celle qui se trouve au stade ascon et au stade sicon. Ça veut dire que le plissement, il s'est fait au dépens de cette cavité. Il l'a complètement rétréci pour prendre place. Les chambres, bien sûr, choanocytaires qu'on avait vues dans le stade ascon, ils se sont transformés en corbeilles. Donc, vous voyez les corbeilles ici. Bien sûr, cette organisation a pour effet de ralentir le courant d'eau, ce qui facilite le filtrage de la matière organique. Évidemment, l'eau va séjourner beaucoup plus dans les corbeilles, permettant à l'animal
de filtrer davantage la matière organique ou ce qu'il désire, ce qu'il trouve dans l'eau avec les échanges, l'oxygène, etc. La classification des éponges, comme je vous ai dit au départ, elle est basée sur le squelette interne. Donc, voilà, donc suivant la nature du spécule, on va classer les espèces. Donc nous avons 3 classes. Nous avons la classe des calcisponges, pour vous faciliter le terme. Donc vous avez ici le mot calcaire. Donc évidemment, dans cette classe, on va trouver que les spécules, elles sont calcaires. Donc les types de spécules qu'on trouve, donc ce sont des spécules calcaires présentant 2, 3 ou 4 pointes. Donc voilà, 2, 3 ou 4 pointes. Mais ce qui est important, rappelez-vous que le squelette ici, il est calcaire. Dans cette classe, nous avons 2 sous-classes. La classe des homocèles, ce sont des formes typiques de stade ascon. Ça veut dire typique. On trouve presque que le stade ascon. Donc vous avez ici des exemples tels que le Conia nevea. Je ne vous demande pas bien sûr de retenir ces termes, c'est pour l'illustration, pour que vous compreniez un petit peu le monde des spongiaires. Nous avons la deuxième sous-classe des hétérocèles. Donc le stade ascon, là, le stade ascon, il est transitoire. Ça veut dire passager, transitoire. Donc l'animal commence par le stade ascon, puis le développement des éponges est caractérisé par une complexité croissante jusqu'au stade lecon. Autrement dit, donc, dans cette sous-classe, nous avons le stade ascon, mais il est transitoire, et puis le développement continue jusqu'au stade sicon pour se complexer et devenir lecon. Donc, vous avez, par exemple, le sicon SP. Et on passe maintenant à la classe des hexactinélides. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éponge de type complexe. Le stade lecon est assez général, donc remarquez ici, donc vous voyez qu'on passe d'une classe et d'une sous-classe, on caractérise chaque classe ou chaque sous-classe par les stades qui dominent dans cette classe. Ici, le stade lecon est assez général. Évidemment, la différence entre la première classe des calcisponges et cette classe, c'est que le squelette est formé de spicules siliceux. Dans la première classe, il était formé de spicules calcaires. Ici, les spicules sont siliceux et ce qui fait la différence entre les 2 classes. Donc, vous voyez les spicules, ils sont, même là, leur forme, ils diffèrent par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, vous avez ici différentes espèces de cette classe. Donc, vous avez pour illustration. Et la classe des démosponges. Alors, évidemment, la 3e classe qu'on est en train d'étudier, c'est la classe des démosponges. Stade lecon exclusivement. Faites attention aux termes, s'il vous plaît. Quand vous entendez exclusif, ça veut dire c'est exclusif. Le squelette est formé. Alors là, il est formé de spicules et de fibres de spicules siliceux et de fibres de spongine. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez les spicules et vous avez les fibres de spongine. Donc, vous voyez que suivant la différence entre les 3 classes, c'est dû à leur squelette calcaire, siliceux et fibres de spongine. Alors, cette classe comprend des animaux intéressants, soit sur le plan économique, soit sur le plan biologique. Je m'explique, par exemple, vous avez Spongia, d'accord? Quand vous la voyez, ça vous fait penser à l'éponge que vous connaissez. Donc, l'éponge que nous avons dans nos toilettes, dans les matelas, etc., c'est une éponge synthétique, copiée à partir de cette éponge naturelle. C'est la raison pour laquelle on vous a dit qu'il avait un rôle économique intéressant. Maintenant, la nutrition des spongiaires, comment ils se nourrissent. Il faut vous rappeler qu'ils ont 2 feuilles, donc l'ectoderme et l'endoderme. Ils n'ont pas d'appareil digestif, ils n'ont aucun organe interne. Par conséquent, comme on va être fait leur nutrition, donc les spongiaires sont microphages. Ça veut dire quoi, microphages? Ça veut dire qu'ils se nourrissent de particules microscopiques. Alors, comment se fait la nutrition? Donc, l'eau amène les particules alimentaires. Vous savez très bien que l'eau pénètre par les pores ou alors par les canaux, etc. Donc, il amène les particules alimentaires. Donc,
l'eau passe ici, et il va se trouver dans la cavité. Remarquez une chose, qu'est-ce qu'il y a dans cette cavité? En face, il y a les choanocytes, ces cellules jaunes que vous voyez. Donc, voilà, donc ce sont les choanocytes qui vont capter la nourriture. C'est la raison pour laquelle, je vous ai dit tout à l'heure, ils jouent un rôle dans la digestion et dans la reproduction. Évidemment, lorsque une cellule capture des particules alimentaires, elles vont rentrer par phagocytose tout en fabriquant ce qu'on appelle la vacuole digestive. Maintenant, vous savez que les vacuoles digestives sont temporaires, fabriquées au moment de la digestion. Vous avez vu ça dans le cours, votre premier cours. Donc, les vacuoles digestives vont passer à travers les amébocytes et vont être distribuées aux autres cellules. Voilà un schéma qui explique un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, l'eau amène les particules alimentaires, particules absorbées par le choanocyte par le phénomène de phagocytose, formation de la vacuole digestive. Cette vacuole va passer au niveau de l'amébocyte. Pourquoi l'amébocyte? Parce que l'amébocyte, c'est la cellule qui se déplace le plus au niveau de la mésoglée. Donc, ce sont ces cellules-là qui vont se charger de la distribution de la nutrition pour les autres cellules. Donc, vous voyez ici, malgré que nous avons un métazoaire, mais la nutrition, la digestion est intracellulaire. Même si nous sommes devant les vrais animaux, bon, on est toujours dans une digestion intracellulaire. La respiration, la circulation et l'excrétion, bien sûr, vous avez les rejets des déchets azotés et du catabolisme. Vous avez les résidus inassimilables de la digestion. Vous avez les échanges respiratoires, l'entrée d'oxygène, sortie de CO2. Tout ça se fait par simple diffusion. Vous avez déjà étudié ça chez les protozoaires. Quant à la reproduction maintenant, vous connaissez maintenant que nous avons deux types de reproduction, asexuée et sexuée. Concernant la sexuée, nous avons tout d'abord la régénération. Alors, on va se dire, bon, vous savez que ce que veut dire la régénération, ça veut dire que si vous enlevez une partie du corps, le corps va régénérer cette partie qui lui manque. Donc, on va voir, si nous avons un fragment d'éponge, imaginez vous avez rien qu'un fragment d'éponge, ou alors que des cellules isolées. Donc, comment ils vont faire pour régénérer les autres cellules? C'est pour la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure de vous rappeler des amébocytes qui sont des cellules embryonnaires qui donnent naissance à n'importe quel type de cellules. Évidemment, grâce à ces amébocytes, on va assister à la régénération totale d'un individu, évidemment grâce aux amébocytes. Le bourgeonnement, vous le connaissez maintenant. Vous avez deux types de bourgeonnement. Nous avons le bourgeonnement externe. Ce sont des expansions qui s'isolent, voilà, expansions qui s'isolent à la surface du corps, donnent des bourgeons. Bien sûr, nous avons plusieurs bourgeons. Et le bourgeon, quand il arrive à un stade de maturation, il va se détacher de l'éponge mère pour se fixer et continuer son développement. Donc, voilà, par exemple, nous avons une orange de mer. Vous voyez, donc voilà, les bourgeons qui se détachent, ils étaient fixés, ils vont se détacher pour aller se fixer et donner une autre orange de mer. Maintenant, le bourgeonnement interne. Ça, ce que vous avez vu, c'est externe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le bourgeonnement interne? Ce bourgeonnement, il est presque spécialisé chez les éponges d'eau douce. Ça veut dire, ce sont les spongiaires dulsacicoles qui sont dotés de ce bourgeonnement interne. Qu'est-ce que c'est? Ils fabriquent ce qu'on appelle les gémules dans leur mésoglée. Qu'est-ce que c'est que la gémule? Donc, gémule, c'est un amas de cellules indifférenciées, limitées par une coque percée d'un micropyle. Alors, lorsque vous entendez un amas de cellules indifférenciées, ça veut dire dans la mésoglée se forme la gémule. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient des cellules indifférenciées. Et nous savons très bien que les cellules indifférenciées, ce sont les amébocytes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gémule, c'est le regroupement des amébocytes.
Voilà le schéma d'une gymule. Donc, vous avez ici des cellules, l'amas des cellules, et il est enveloppé par une coque. Alors, ces gémules, je vais vous montrer la vraie gémule, une photo. Ça, c'est un schéma. Ça, c'est la photo de la gémule. Alors, pourquoi il y a des gémules? Parce que vous savez très bien, par exemple, pour les espèces qui vivent dans l'eau, il y a certaines périodes où la température devient trop basse, à tel point que l'animal ne pourra plus supporter la vie dans ces conditions-là. Donc, parfois, il y a des rivières qui gèlent, qui deviennent glace. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'animal? Dès qu'elle sent que la température, par exemple, commence à baisser, elle regroupe ses amebocytes sous forme de gémules. Et cette gémule, il est libéré à la mauvaise saison par l'organisme qui meurt. Automatiquement, les cellules, elles restent groupées à l'intérieur de la gémule. Une fois l'animal meurt, la gémule, elle reste. Jusqu'à quand? Alors, au printemps suivant, les gémules vont germer et donner naissance à de nouveaux individus. Ainsi, l'espèce pourra vivre longtemps grâce à ces gémules-là et pour la protection aussi de l'espèce. Maintenant, la reproduction sexuée. Évidemment, vous savez très bien que dans la mésoglée, nous avons les amébocytes, comme je vous ai dit. Et ces amébocytes, elles vont donner des gonocytes, soit des ovogonies, soit des spermatogonies. Donc, est-ce que elles les donnent tous les deux en même temps? Ça veut dire ovogonie, spermatogonie. Ou alors, on va voir. Les spongiaires sont gonochoriques ou hermaphrodites. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Gonochorique, ça veut dire soit mâle, soit femelle. Ça veut dire que ici, les gonocytes vont donner soit les ovogonies, dans ce cas, on aura un spongiaire femelle, soit ils vont donner les spermatogonies, donc on aura un mâle. Mais chez certaines espèces, elles sont ce qu'on appelle hermaphrodites. Ça veut dire que les gonocytes donnent naissance aux spermatozoïdes et aux ovogonies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espèce, elle contient en même temps les spermatogonies et les ovogonies. Et lorsque l'espèce peut élaborer les spermatozoïdes et les ovules dans son corps, on dit qu'elle est hermaphrodite. Donc, mais ça dépend des espèces. Donc, il y en a les mâles, il y en a les femelles, il y en a les hermaphrodites. La fécondation maintenant, nous avons deux types de fécondation, l'externe et l'interne. La fécondation externe se passe dans l'eau, évidemment, parce que la femelle va libérer les ovules, le mâle va libérer les spermatozoïdes, et il va y avoir attirance entre les deux cellules. Ou alors, nous avons la fécondation interne, mais indirecte. Alors, on va voir. Interne, ça veut dire le spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur du corps de la femelle. On va voir ce que ça veut dire indirect. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, les spermatozoïdes sont libérés dans l'eau, le milieu extérieur. Donc, ils vont aller directement vers une éponge femelle par le mécanisme de chimiotactisme, l'attirance entre les deux sexes. Donc, évidemment, le spermatozoïde va rentrer par les pores. Il va se trouver où? Il va se trouver à l'intérieur de la cavité. Ou l'atrium, c'est la même chose. Donc, s'il rentre dans l'atrium, on sait très bien que l'atrium, il est baptisé par des cellules qu'on appelle les choanocytes. Il va trouver devant lui des choanocytes. Alors, regardez le schéma. Donc, voilà. Lorsque le spermatozoïde s'approche le choanocyte va l'absorber par phagocytose. Mais attention, le spermatozoïde, elle rentre sans flagelle. Donc, il est détaché de son flagelle. Il rentre. À ce moment-là, on n'appelle plus spermatozoïde, on l'appelle spermiokyste, parce qu'il s'est enkysté. Et regardez la deuxième étape. Le choanocyte n'a plus de colorette, n'a plus de flagelle, et il devient ce qu'on appelle cellule charriante. Qu'est-ce que ça veut dire charriante? Ça veut dire comme un chariot qui va transporter quelque chose. Donc ici, la cellule charriante va transporter les spermatozoïdes jusqu'au niveau de l'ovocyte. Évidemment, dans l'autre sens, vous savez que les amébocytes donnent naissance aux ovocytes. L'ovocyte va être hypertrophié et il va y avoir rapprochement entre l'ovocyte et la cellule charriante.
Alors, comment il va faire le spermatozoïde ou le spermiocyste pour glisser à l'intérieur de l'ovocyte? Donc, la cellule chariante va fabriquer un tunnel par lequel le spermiocyste va passer vers l'ovocyte. On va revoir le texte. Donc, les spermatozoïdes passent à l'intérieur d'un choanocyte, perd son flagelle, ça veut dire le spermatozoïde, s'entoure d'une épaisse membrane et forme un spermiocyste. Le choanocyte, quant à lui, perd sa collerette, son flagelle, et devient cellule chariante. La cellule chariante entre en contact avec un ovocyte, elle émet un prolongement qui pénètre dans le cytoplasme ovocytaire et forme un tunnel, comme je viens de vous dire. Alors, à travers ce tunnel, le spermiocyste pourra glisser ou migrer vers l'ovocyte. L'ovocyte devient ovule, évidemment par le contact. Le kyste où se trouve le spermatozoïde va s'ouvrir et les deux noyaux vont fusionner et voilà la fécondation. Et tout ça, bien sûr, ça se passe à l'intérieur de la mésoglée. C'est la raison pour laquelle on a dit fécondation interne, à l'intérieur de la mésoglée. Mais qu'est-ce que ça veut dire indirect? Pourquoi on l'a appelé indirect? Alors, indirect parce que vous savez très bien que dans n'importe quelle fécondation des animaux, le spermatozoïde, il est mobile, avec son flagelle, il va rejoindre l'ovocyte partout. C'est lui qui se déplace. Maintenant, le spermatozoïde, c'est pas lui qui s'est déplacé. Il n'est pas parti directement, mais il a été transporté par une cellule chariante. C'est la raison pour laquelle on avait dit qu'il était indirect, parce qu'il n'est pas parti directement de lui-même. C'est une cellule qui l'a emmené, donc il est parti d'une manière indirecte. Voilà, donc vous avez une fécondation interne indirecte qui se passe au niveau de la mésoglée et le spermatozoïde a été emmené par une cellule chariante. Maintenant, la fécondation terminée, on va passer à le développement embryonnaire. Alors la phrase dit, les éponges sont vivipares, l'embryon se développe dans la mésoglée. Qu'est-ce que ça veut dire le mot vivipare? Donc tout d'abord, vous avez deux termes, vivipare, ovipare. Vivipare, ça veut dire vit à l'intérieur du corps maternel, comme l'être humain. L'être humain, il se développe dans l'utérus de sa mère. Et chez pas mal d'animaux, nous avons le développement à l'intérieur. Par exemple, chez les poissons, la fécondation se fait dans l'eau et l'embryon se développe à l'extérieur, dans le milieu externe. Donc, on dit ovipare. Donc, vivipare à l'intérieur du corps maternel. Le contraire, c'est ovipare dans le milieu extérieur. Évidemment, la fécondation s'est déroulée au niveau de la mésoglée et à ce niveau-là va se faire le développement embryonnaire. Voilà les étapes. Donc, après la fécondation, on obtient un zygote et la division commence. Vous avez stade 2, 4, etc. Vous avez la morula et de la morula, on passe au stomoblastula. Ce stomoblastula va subir une inversion et il va donner l'amphiblastula. Alors, à la fin de développement embryonnaire, l'amphiblastula traverse la couche des choanocytes et gagnera via l'atriopore le milieu extérieur. Donc, il faut imaginer que vous êtes devant l'animal et que l'amphiblastula se trouve au niveau de la mésoglée. Donc, pour sortir, il est obligé de passer par la couche choanocytaire. Donc, il va passer contre le choanocyte, il va se retrouver dans l'atrium et de l'atrium, il va quitter par le milieu extérieur. Donc, la couche, donc à la fin du développement embryonnaire, l'amphiblastula traverse la couche choanocytaire et gagnera via l'atriopore, à travers l'atriopore, le milieu extérieur. Ensuite, voilà, donc l'amphiblastula s'est trouvé dans le milieu extérieur, il va se transformer en pupe. Donc la jeune larve nage librement grâce à des flagelles et finira par se fixer. Donc stade suivant, la fixation de la larve. Alors une fois la larve fixée,
elle va se transformer en pupe. Avant de continuer ma phrase, j'aimerais bien que vous observiez pupe et jeune éponge. Je ne vois pas de ressemblance morphologique entre ces deux, la larve et le jeune éponge. Il n'y a pas de ressemblance. Alors on se demande pourquoi. Alors la réponse, donc une fois fixée, le blastopore se ferme et au pôle opposé s'ouvre l'oscule. La larve commence la métamorphose. Alors là, qu'est-ce que c'est que la métamorphose? C'est le changement morphologique de l'animal. Je vous donne un exemple que vous connaissez tous. Vous connaissez tous le papillon. Mais ce papillon, à la naissance, il n'est pas né papillon. Il était un ver. C'est ce qu'on appelle la chenille. Donc, il était comme un ver. Alors, la chenille ou le ver, qu'est-ce qu'il fait? Elle va passer certains stades de développement embryonnaire, puis il va former un cocon, il va s'enfermer dans le cocon, il va commencer à transformer son corps jusqu'à ce qu'il devienne papillon. Cette transformation morphologique et physiologique du corps, ça s'appelle la métamorphose. C'est la raison pour laquelle le jeune éponge ne ressemble pas à la larve, parce que la larve a subi la métamorphose pour devenir jeune éponge. Merci.